Merci. Il y a beaucoup de thèmes différents qui ont été abordés. Nous, c'est la gouvernance. Et on s'est rendu compte qu'au fil de toutes les interventions, tout tourne autour de la bonne gouvernance, en fait. Tous les autres ateliers ont parlé de la bonne gouvernance. On se rend facilement compte que le problème centrafricain, c'est la bonne gouvernance. Alors on va quand même essayer encore de souligner les points importants de la bonne gouvernance, ce qui a fait que ça ne marche pas chez nous. Je vais essayer de donner une petite définition, au risque de ne pas répéter ce qui a déjà été dit depuis tout à l'heure. Alors, plusieurs définitions existent sur la bonne gouvernance. Pour faire plus simple, on va rester dans notre sujet, c'est-à-dire le cas centrafricain précisément. Et dire que la bonne gouvernance, c'est la mise en œuvre des moyens et des normes préétablies par des lois, des constitutions et des règles, tout ce qui va avec, pour permettre une gestion transparente et satisfaisante d'un État ou d'une entreprise pour les économistes et tout, mais là on va rester dans le cadre constitutionnel, c'est-à-dire le cas centrafricain, le problème de l'État centrafricain, qui fait que depuis des décennies, après notre indépendance, ça ne fonctionne pas. Alors, en Centrafrique, les carences institutionnelles qui empêchent le fonctionnement satisfaisant des institutions proviennent entre autres de l'inadéquation de nos constitutions respectives, parce qu'on a connu plusieurs constitutions républiques centrafricaines. La dernière, c'est celle de 2004. Là, il y a eu une charte constitutionnelle là, qui est appliquée en ce moment. Et on est en train d'écrire une nouvelle constitution. Là, je me suis toujours posé la question sur quelle base est-ce qu'un gouvernement de transition, parce que la dernière fois, on m'avait posé la question. Moi aussi, je pose cette question. Est-ce qu'un gouvernement de transition peut élaborer une constitution qui est appelée à rester, parce qu'une constitution ne doit pas, chaque régime ne doit pas imposer une constitution. Les États-Unis ont une constitution qui a duré des années, c'est toujours là. Alors, nos pratiques de la séparation des pouvoirs en République centrafricaine, au lieu de s'approprier une coopération souple et transparente entre les pouvoirs pour le plus grand bien du plus grand nombre, nous préférons favoriser une collusion entre les pouvoirs pour donner une satisfaction rapide au plus petit nombre, c'est-à-dire l'exécutif, le cercle d'amis, ceux qui nous entourent directement, que ce soit la famille, au détriment du plus grand nombre. C'est-à-dire le peuple est abandonné. On ne s'en occupe pas. On ne s'occupe que de notre poche, de notre avenir. Et voilà, le reste, il se démerde. C'est la réalité en République centrafricaine. Si quelqu'un prétend le contraire, j'attendrai les questions. Mais au-delà des faiblesses précitées, la précarité de la gouvernance en République centrafricaine est à la dimension de la fragilité de nos normes, de nos structures et d'infrastructures de gestion de la gouvernance. Je vais expliquer un peu la fragilité des normes. Outre l'inadéquation des normes constitutionnelles, dont nous avons parlé tantôt, par rapport à l'environnement socio-culturel, l'instabilité politique ainsi que les modifications opportunistes de ces normes pour empêcher l'alternance politique, constituent des handicaps sérieux sur le chantier de la bonne gouvernance et de la paix. Mieux que la fragilité des normes, l'absence ou la quasi-absence des institutions et des structures viables permettant de pérenniser la démocratie et les bonnes pratiques de gouvernance sont les plus grands handicaps à la bonne gouvernance en général. Quiconque travaille dans de tels modules
quelle que soit ses performances sur d'autres terrains, prendra à terme le chemin des comportements néfastes à la bonne gouvernance. En effet, au lieu de développer des structures formelles pour traiter et gérer les activités sociopolitiques et même économiques, c'est l'informel et les relations personnelles qui l'emportent. On revient toujours sur ce même problème. On ne s'occupe pas du peuple, on ne s'occupe que de soi-même et de sa famille, de ses amis. Je pense que sur la gouvernance en général, j'ai été explicite concernant le cas centrafricain. Alors je ne vais pas m'étaler plus. Je vais essayer, puisqu'on est là, pour apporter une contribution à ce forum qui est en train de se mettre en place, même si j'ai toujours dénoncé. Mais c'est une bonne démarche, elle est louable, mais on a eu beaucoup de consultations du genre dans le passé, mais ça n'a rien donné. Pourquoi ça n'a jamais rien donné? Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors les éléments à prendre en considération dans la conditionnalité liée à la bonne gouvernance en Centrafrique. Au titre de ces éléments, on peut rapidement citer, et de manière non exhaustive, un certain nombre de points à prendre en considération. L'adéquation entre les normes et structures de la gouvernance et l'environnement socio-culturel économique du pays, afin d'associer toutes les forces vives à la pensée et aux activités du développement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, le pluralisme politique et syndical, sans oublier l'environnement médiatique, qui doit être pluriel, avec un accès ouvert à des médias d'État. Ces éléments, c'est-à-dire le pluralisme politique, les partis et les syndicats, doivent être une réalité non confisquée par la politique. On connaît la réalité du droit. La presse n'est pas libre. Quand on parle bien de l'exécutif, tout va pour le mieux. Quand on parle mal, on se retrouve en garde. C'est une réalité. C'est triste, mais c'est vrai. La qualité des élections, de la loi électorale, ainsi que la question des amendements opportunistes des constitutions devait être l'objet d'une attention soutenue dans le but affiché que des populations se les approprient dans l'intérêt de la paix sociale indispensable à l'œuvre de développement. Un autre élément, la réalité sur le fonctionnement des alliances politiques, qu'on appelle communément dans le langage, le problème des deals en politique, qui mettent l'accent sur les intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général qui sous-tend toute œuvre de développement. En République centrafricaine, il y a un cas particulier qui existe, qui est connu de tous. Tous les hommes politiques qui arrivent à la tête de la nation sont baignés dans tous les secteurs économiques porteurs de ce pays. Quelqu'un peut me dire le contraire? Je ne pense pas. Les mines, c'est-à-dire diamants, or. Comment peut-on imaginer un président de la République exploiter le diamant, vendre le diamant, transporter du diamant dans des mallettes diplomatiques? Je tenais à attirer l'attention sur cet élément. C'est grave. On ne peut pas parler de développement si on joue à ce jeu. La bonne organisation de la gouvernance locale est susceptible de transférer aux populations locales l'appropriation de leur développement. On parle là de la décentralisation, pas la décentralisation administrative, mais la délocalisation dans tous les secteurs capables de pousser le pays vers le développement. Aujourd'hui, les régions en Centrafrique les plus riches potentiellement sont en réalité les plus pauvres.
Il suffit de faire un tour du côté de Carnot pour voir dans quel état est cette ville, quelle est la situation de la population locale. Et pourtant, il y a des millions qui sortent de là chaque jour, des quantités d'or qui sortent de là. Il n'y a pas de route. Où va l'argent? Maintenant, on va parler du Parlement. Alors, l'Assemblée nationale. On sait que la durée de l'examen de la loi des finances, les amendements qui y sont apportés, les interpellations gouvernementales lors de l'exécution de la loi des finances, ainsi que les contrôles a posteriori, excusez-moi, et son incidence sur la prochaine loi des finances sont de précieux indicateurs de la bonne gouvernance. Mais est-ce le cas? Quand on sait que l'Assemblée nationale est généralement remplie des amis de l'exécutif, qu'on fait tout pour placer ces amis là-bas afin de se couvrir et de faire passer toute loi qu'on veut, afin de bloquer toute tentative d'alternance politique. C'est une réalité et je défie quiconque capable de me prouver le contraire. Pour le pouvoir judiciaire, n'en parlons même pas. Il y a un deal encore. Je suis magistrat, j'ai tous mes diplômes, je rentre en République centrafricaine, je n'aurai pas de poste si je ne fais pas ami avec la politique. On va me nommer, on va me donner un poste. En contrepartie, je ne te poursuivrai jamais. Qu'est-ce que je vais faire? Tu tues, je suis au courant. J'ai des plaintes contre toi. Mais vais-je envoyer en prison la personne qui me donne à manger? C'est inadmissible. De même, et cela devient essentiel, il faut faire progresser les initiatives des juridictions supranationales fiables, en même temps qu'il faut relever le niveau de vie des juges nationaux. La tentation est grande. Quand on a peu de moyens, et quand on sait qu'on peut en avoir, quand un Libanais se présente avec 2 mallettes remplies de millions, alors que je touche 68 000 francs CFA à la fin du mois, la tentation est grande. Deux fois, il faut comprendre ceux qui sont corrompus aussi. Il faut leur donner un niveau de vie acceptable pour bloquer ces tentations. On est tous des humains. La saisine d'office des ministères publics en matière de crimes et de délits, surtout en ce qui concerne les crimes économiques, peut être imposée par les partenaires au développement, lesquels par ailleurs devraient exiger que soient assouplies les conditions de la capacité des associations à saisir les juridictions et à se constituer partie civile. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réforme notre système judiciaire. Tout ce qui se passe en République centrafricaine est une aberration. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais bon, j'en ai tellement. Et comme je ne dispose pas de beaucoup de temps, je vais m'en passer. La méthodologie de suivi et évaluation, c'est le dernier point. Après, je vais conclure, Maxime. Je te vois bouger, je comprends. Alors, je répète, la méthodologie de suivi et évaluation. Il faut qu'on crée des organes capables, des organes vraiment impartiaux, capables de contrôler notre système. Il y en a qui vont me dire, à Bangui, oui, il y a l'inspection générale d'État. Mais l'inspection générale d'État fait quoi? C'est généralement quelqu'un très proche du pouvoir qui est nommé là-bas pour le remercier, parce qu'il a aidé à l'accession au pouvoir. Il va contrôler qui? Qu'est-ce qu'il va dire? Il y a le problème de la corruption. Notre pays est l'un des pays les plus corrompus au monde. Mais il n'y a jamais eu un organe capable de dénoncer. Aujourd'hui, il suffit de prendre l'avion, d'atterrir à Bangui, même à l'aéroport, on nous prend de l'argent. Moi, je suis passé à l'aéroport de Bangui plusieurs fois sans être vacciné. Pour 25 000, on me met tous les cachets que je veux.
En tant que citoyen, je peux le dénoncer, mais à qui? Donc il faut qu'on mette en place des organes de suivi permettant à la population abandonnée, même pour 1000 francs, un policier me prend 1000 francs, je dois être capable de dire, d'autres pays le font, au Burkina Faso ça existe. Pourquoi on ne le fait pas chez nous? Je vais m'arrêter là et pour conclure, j'ai juste quelques phrases que j'ai rajoutées au stylo. Gouverner, c'est servir et non se servir. Gouverner, c'est protéger les gouvernés et non se protéger. Gouverner, c'est garantir les intérêts actuels et futurs d'une nation et non assurer son propre avenir et celui des siens. Je vous remercie. Merci. Bonjour et merci à tous. Monsieur Junior, excusez-moi de me présenter parce que la présentation va servir à ma démonstration. Je suis Alphonse, je suis un enfant du kilomètre 5, j'aime toujours à le dire. Je viens de l'Alsace, je suis fonctionnaire territorial, je suis un élu local. Donc, je voulais me présenter et aussi remercier Lydie qui m'a envoyé l'invitation pour une seconde fois, jour pour jour. Je me souviens, il y a 12 mois, on était à Kremlin-Bicêtre. On a parlé du pays. J'espère que ce qu'on avait dit ce jour a porté quelque chose. Qu'à cela n'y tienne, permettez-moi d'abord de faire une petite remarque sur la diaspora, parce que quelqu'un dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé. Sachez que ce que nous faisons ici, nous le reportons au pays. Ça fait déjà une vingtaine d'années que je suis en France. Si je suis venu à Paris 10 fois, je suis venu 8 fois pour des réunions de la diaspora. On ne s'est jamais entendu. Parce qu'il y a des rois partout. Seconde chose, par rapport au forum qui se prépare, permettez-moi de vous dire quelque chose. Le dernier forum qui a eu lieu au pays, j'ai été invité par les autorités de ce pays, à l'époque, pour donner mon avis. Ce que je leur avais dit, ça s'est vérifié après. Je ne vous cache rien, je ne crois pas à la finalité que ce forum se donne. Pourquoi? Moi, je suis de formation scientifique. Quand on fait une expérience, ça ne mange pas, il faut qu'on la change. Nous serons au 40e forum. Faisons quand même le bilan. Qu'à cela ne tienne, il faut tout tenter. Pour ma part, je crois que le problème qui se pose aujourd'hui au pays, certains l'ont dit tout à l'heure, le diagnostic, nous l'avons tous. Je ne reviens pas dessus. Quand j'ai entendu monsieur le ministre conseiller, et après, madame la présidente a pris la parole, ça m'a fait penser à quelque chose. À l'époque, il y a de cela quelques années, le dernier forum qu'il y a eu, on s'était réunis encore à Paris. Je ne vois pas Bertrand Kemba dans la salle, ni Diento. À l'époque, on faisait les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on les avait dit? Attention. Au pays, il y a des cadres. Sachez qu'il y a l'ENA au pays. Les cadres du pays viennent aussi se former à Strasbourg. Nous avons des techniciens. Je les avais dit, attention. Vous proposez des choses, il y a des gens au pays qui travaillent sur ça. Ce que le pays attend de nous, la présidente l'a dit tout à l'heure, j'attends beaucoup de la diaspora. Ça veut dire quoi? Nous sommes partis d'une réalité, nous vivons une réalité ici. Quelle est cette réalité? Qu'est-ce qu'on peut tirer de la réalité d'ici pour proposer à nos concitoyens? Moi, je ne vois qu'une seule réalité, la démocratie. Le vivre ensemble et surtout le partage de la responsabilité, de la politique. Comment est constituée notre administration? Depuis l'époque du président Bouganda et Bokassa, j'ai eu la chance d'en parler avec M. Mbosso, l'ancien ministre, qui a eu à mettre en place l'administration centrafricaine. Depuis ce temps, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Rien n'a évolué.
C'était au lendemain de l'indépendance. L'administration était conçue pour satisfaire un pouvoir, un homme, et surtout la main occulte du colonisateur. Quelque chose a changé de ça? Rien. Le résultat, on est resté à se tirer dessus parce que tout le pouvoir, tout est concentré à Bangui. Qui désigne le maire de Birao, par exemple? Qui désigne le maire de Berberati? Qui désigne le maire de Bangui? La même personne. Où est la part du citoyen qu'on discute là, de nos concitoyens meurtris aujourd'hui dans leur chair, nous-mêmes meurtris? Quelle est notre part de contribution dans tout ce qui est construit depuis l'indépendance jusqu'à ce jour? Rien. Les députés, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, on sait comment ils sont élus. Mais comment faire? C'est simple, nous vivons en Europe, nous vivons en France. Moi je viens de l'Alsace, de Strasbourg, je suis parti, nous sommes partis à 5 h du matin, nous sommes là, avec vous. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé une bonne route, nous avons trouvé une place pour se garer, il y a des parcs, on peut s'asseoir. Je suis élu local, je vois ce que les élus de Paris font pour leur ville. Je n'ai rien à cirer avec eux. Quand je finis, je rentre chez moi. Ce que Anne Hidalgo et ses conseillers municipaux font ici, ça ne concerne pas à Marlène d'où je viens. Comment voulez-vous que tout se décide à Bangui? Où est la part de ceux qui ont des ambitions politiques à Boire, à Berberati, à Birao, à Bia, Bambari? Où ceux qu'ils peuvent avoir le pouvoir pour se faire respecter par leurs concitoyens? Nulle part. Quelqu'un parlait de Carnot tout à l'heure. Qui va faire les routes de Carnot? Il faut aller au ministère pour... Non. Je disais, il y a 12 mois, on était à Kremlin-Bicêtre, j'ai fait une proposition simple. Et on ne s'en sortira pas, vous allez tout faire, on ne s'en sortira pas si on ne partage pas le pouvoir entre nous et avec le peuple. Le peuple doit avoir le sentiment, je dis bien le sentiment, de participer à la décision de la chose publique. Nous sommes aujourd'hui déchirés. Il n'y a pas de communauté de destin. Il n'y a pas de volonté de vivre ensemble. J'ai de la peine à apprendre que moi, enfant du kilomètre 5, il me sera difficile de prendre l'avenue Poussière. Monsieur le ministre conseiller, c'est mon grand frère à Catin. Il paraît qu'il est difficile de partir à Catin. Je n'arrive pas à me faire cette image. Dieu merci. Je n'arrive pas à me faire cette image. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rebâtir la cohésion sociale. Nous devons rechercher le vivre ensemble et aussi trouver une citoyenneté. Nous devons être responsables du vivre ensemble. Comment? À l'époque, disais-je tout à l'heure, j'ai fait une proposition. Les collectivités territoriales. Comment voulez-vous que nos territoires se développent si tout se décide de Bangui? Que voulez-vous demander à la présidente de faire quelque chose à Birao? Elle n'a jamais mis pied là-bas, même si elle y va, il y a la sécurité. Elle ne sait pas comment ça se passe. Il faudrait qu'on mette en place, il y a des communes, ça c'est des choses, disons, ça n'existe pas, mais ça existe. Nous devons mettre une structuration politique du pays. La structuration administrative existe. Elle a montré ses limites. Il faudrait des stratifications de responsabilité. Moi, j'aurais proposé, et l'autre question, les aînés, vous qui participez aux négociations, j'ai entendu les spécialistes tout à l'heure, nous avons aussi eu l'occasion, ici en Europe, de participer aussi à des négociations, à des choses
On n'impose rien à personne. Jusqu'à présent, on ne m'a rien imposé depuis que je suis en France et je fais des sorties en euros. On discute, on débat, on met les choses sur la table. Mais il faut venir avec quelque chose. Il aurait été judicieux, il aurait été, parce que c'est déjà trop tard, à la transition de construire la cohésion, la reconquête de la cohésion à partir du local. Comme ça se fait aujourd'hui, mais sachez qu'aujourd'hui, les gens viennent de Bangui, ils vont dans leur pays, ils rentrent. Les gens restent avec leurs problèmes, avec leurs soucis, avec l'animosité. Qu'est-ce qu'il aurait été judicieux de faire? Parce qu'on m'a dit que tout existe. C'est le ministre Odoudou, à l'époque, qui avait les études financées des collectivités territoriales en République centrafricaine. Ça existe au ministère de l'administration. Il suffit de sortir ça et d'avoir le courage politique d'inscrire son nom dans l'histoire. Il ne suffit pas de venir gérer et repartir. Beaucoup ont géré, on ne garde rien d'eux. Il faut écrire son nom dans l'histoire et oser. Oser comment? On dit aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des maires, créons des barons. Ça dessert la pression sur Bangui. Imaginez un pays, il y a 70 candidats à l'élection présidentielle. Mais s'ils ne vont pas là, ils vont aller où? Mais oui. Créons des barons locaux. Ça existe. Moi, j'ai mon maire qui est élu depuis 3 mandats. Il n'a rien à foutre d'Hollande et des autres, ni du président de la région. C'est parce que il fait ce qu'il fait dans sa commune. Il fait les routes, il fait les jardins publics, on fait les banques publiques, on s'occupe de la collecte des déchets. On donne les moyens aux entreprises, on donne les moyens aux jeunes. C'est à la commune de lancer la dynamique. Donc, la réconciliation devait commencer, si c'était moi, à l'époque, avec ceux qui avaient ce pouvoir. Non, l'ONU, ok, vous nous donnez un coup de main, il y a l'argent, voici, nous on voit ça comme ça. On commence à mettre, nous avons 2 à 3 années de transition, nous mettons en place les collectivités locales au niveau des communes. Nous commençons le dialogue politique et l'ambition, ce que nous voulons d'abord de notre commune. Donc, tout le monde ne va plus regarder Bangui. Même les gens qui ont le fusil, si moi je veux devenir maire, que j'avais le fusil, je te dis, garde ton fusil là, on débat d'abord parce que moi je veux devenir maire. On crée la dynamique au niveau local, on débat. Les projets contre projets, eux ils veulent devenir maire, ils veulent devenir conseiller. Au niveau local, on débat d'abord ça. On les élit. On monte à un autre niveau. Il y a le débat aujourd'hui chez nous en Europe, en France. On veut supprimer les départements. Nous ne sommes plus pour supprimer les départements. Chez nous, il faudrait qu'on mette le genre de région, de telle sorte que, après le débat au niveau de communes, on monte au niveau des régions. Dans tout ça, on n'a rien à voir à Bangui. Chacun débat de l'avenir de son territoire, de son bien-être. Là, le diamant de Carnot. Si c'est qu'il y avait ce débat, le maire sait que dans ma fiscalité, il me faut des ressources propres que je tire de l'activité de ces personnes. Mais c'est lui qui sera le collecteur de cet impôt. Mais aujourd'hui, c'est Bangui. Il n'a aucun pouvoir, lui aussi fait son business, c'est la nature humaine. Mais soyons sérieux et concrets. On passe au niveau des régions, on prend nos responsables au niveau régional. Pendant ce temps, on aurait assoupi le pays. Avant d'arriver au débat national, les députés. Nous sommes partis de la réconciliation du territoire, de la région. On revient maintenant à l'élection nationale.
on peut élire le président, tout ça. Là, quand vous voyez tous nos anciens ministres, qu'est-ce qu'on les propose? Aucun avenir. Quand tu n'es plus ministre, c'est fini. Soit ce que tu veux être président, soit ce que tu n'as plus de respect. Or, s'il y avait la possibilité, après avoir passé la carrière de ministre, tu deviens un élu local. Tu as de l'expérience. Avec les relations que tu as eues, les carnets d'adresse, ça te permet d'aider ta commune. Et aussi, l'autre chose, la ville de Bangui doit avoir un statut particulier. Là, je m'adresse aux candidats aux élections présidentielles. Je m'adresse à mon aîné. Dites à Madame la Présidente de faire de Bangui, nous en France on parle de métropole, mais de faire de quelque chose de ce genre. C'est-à-dire déléguer certains pouvoirs de l'État à la ville. On peut déjà commencer. Si on dit, parce qu'à l'époque, lorsque j'avais fait la proposition, le ministre, l'ambassadeur qui est candidat aujourd'hui, a peut dire c'est dur. Ah, si c'est dur, ça ne vaut pas la peine d'être président aujourd'hui. Donc, il faut oser. Donc, ce qu'on peut faire, on peut commencer par Bangui. On se dit, comme c'est dur, il n'y a pas de moyens, des structures dans les communes, commençons par Bangui. Il y a tout à Bangui. On commence l'élection, la vraie élection au niveau de Bangui. Vous allez voir comment Bangui, on va repartir, faire nos fêtes au kilomètre 5, vivre dans nos quartiers. Ça me fait penser à 2005, lorsque je faisais la campagne au kilomètre 5. Ça nous faisait plaisir. Si on relance ça, on commence d'abord par Bangui. Toute la limitation naturelle de Poko, on fait ça, métropole Bangui. On donne des pouvoirs. La ville, sur le foncier, sur l'immobilier, sur l'eau et l'assainissement, le port, on donne à la ville. Vous allez voir comment Bangui va s'aligner sur la même ligne que Yaoundé, Brazzaville ou Abidjan. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que la volonté politique pour le faire. Je ne serai pas long, je vais m'arrêter. Donc, c'est pour dire, nous avons une responsabilité ici. La diaspora, c'est de proposer ce qui n'existe pas au pays. Tout existe. Les cadres, les forces armées. Je me souviens de deux qui étaient venus à Strasbourg, à l'ENA. Ils étaient au cabinet du ministre, le fils de l'autre. C'est des cadres. Il y a des cadres qui viennent à l'ENA à Strasbourg. Il y a des médecins qui viennent. Il y a de toutes les... Tout ce qu'on fait, ils se moquent de nous. D'ailleurs, ce qu'on avait fait il y a quelques années, Bertrand et autres ont bidouillé leurs choses. Ils sont partis à Bangui. Ils se sont fait ridiculiser là-bas. C'est pourquoi, quand ils arrivent, ils font des propositions, mais c'est qu'ils se moquent de qui? Il y a une université à Bangui, il y a l'ENA, il y a tout. Ce qui manque, c'est ce que nous vivons ici. Quand nous allons finir, nous allons prendre la voiture, nous on rentre chez Strasbourg, personne ne va nous déranger. On aura les routes, on aura les points de repos, c'est les élus locaux qui le font. Donc, allons dans ce sens, disons à nos politiques, ayez l'audace. Servez le pays avant de vous servir. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le ministre conseiller à la présidence, envoyé spécial de Madame la Présidente Catherine Samafanza, qui nous fait l'honneur d'être aujourd'hui parmi nous pour préparer le forum de Bangui. Je voudrais aussi remercier Madame Didier Zémi, qui m'a fait appel pour que je puisse partager avec vous quelques réflexions sur
l'évolution constitutionnelle et institutionnelle de la République centrafricaine depuis l'indépendance. Mais si vous me permettez, je vais attaquer mon sujet de façon non pas centrale, mais de façon plutôt latérale. Latérale, pourquoi? Parce que je voudrais qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui ici. Si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons préparer le forum de Bangui pour la réconciliation nationale. Mais pourquoi parler de forum pour la réconciliation nationale? C'est parce que justement, quelque part, nous sommes sous une période de transition politique. Et si nous sommes sous une période de transition politique, c'est tout simplement parce que nos institutions ne fonctionnent pas. Nos institutions, depuis l'indépendance, ne fonctionnent pas comme il se doit. D'abord, on a de mauvaises institutions. Je ne dis pas tout, on a de mauvaises institutions. Et puis de deux, ces institutions ne fonctionnent pas comme il se doit. Alors, il y a un certain nombre de facteurs qui font que, justement, on n'a pas de bonnes institutions, on n'a pas de bonnes constitutions. Alors, ici, je voudrais juste me limiter à un petit diagnostic. Et ensuite, dans le cadre des commissions, on pourra évoquer avec mes amis certaines pistes de solutions pour que la reconstruction de l'État centrafricain puisse reposer sur de bonnes bases. La République centrafricaine est indépendante depuis le 13 août 1960. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons au total 6 constitutions d'enregistrées. La première constitution, c'est celle du 16 février 1959, qui a été adoptée pendant que le président Barthélémy Bokanda était encore là. Et suite à son décès, on a eu l'arrivée du président David Dacko au pouvoir. David Dacko est arrivé, on a eu une nouvelle constitution, il y a eu des révisions constitutionnelles. Et le 31 décembre 1965, malheureusement, Jean-Bédel Bokassa a pris le pouvoir. Et là, avec le congrès extraordinaire du MESAN, parti unique à l'époque, il va octroyer à la République centrafricaine ce que j'appelle une constitution impériale, celle du 4 décembre 1976. 2 ans après, il devient maréchal. 2 ans après, le président David Dacko, qui avait perdu le pouvoir, revient au pouvoir, une sorte de revanche en quelque sorte. Et encore 2 ans après, c'est-à-dire en 1981, qu'est-ce qui se passe? C'est le général Kolimba qui arrive au pouvoir. Et le général Kolimba, d'abord, bien avant l'arrivée de Kolimba, on a eu une constitution, celle du 5 février 1981, donc c'est la 3e constitution. Et quand le général Kolimba arrive au pouvoir, il gère le pays avec les actes constitutionnels. Jusqu'au 28 novembre 1986, où on aura encore une nouvelle constitution. Donc ça sera la 4e constitution. Bon, après, dans les années 90, on sait ce que l'Afrique a vécu après la chute du mur de Berlin. Donc nous aussi, on s'est ouvert à la démocratie. Le 4 juillet 1991, le président Kolimba il décrète le pluralisme politique chez nous. Beaucoup de partis naissent. On va aux élections. En 1993, le président Batassi remporte les élections avec le MPC. En 1995, c'est-à-dire le 14 janvier 1995, on a la 5e constitution de la République centrafricaine. Donc pratiquement chaque président qui arrive, on a une nouvelle constitution. En 2003, le général François Bozizé prend le pouvoir. Et là aussi, après les élections de 2005 qu'il a remportées, on a une nouvelle constitution, celle du 27 décembre 2004. Et l'arrivée de Sénéca au pouvoir en 2013, le 24 mars 2013, a fait qu'aujourd'hui, on est sous le régime, non pas d'une constitution classique au sens du terme, mais plutôt sous une charte constitutionnelle de transition qui a été adoptée le 5 juillet 2013 à Bangui par le CNT. Voilà un peu l'état constitutionnel de la République centrafricaine. Alors, pourquoi est-ce qu'on est face à cette instabilité constitutionnelle en République centrafricaine? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Deuxième question, pourquoi est-ce que les constitutions de la République centrafricaine ne sont pas respectées? En un mot, il y a comme une sorte d'inanité des règles constitutionnelles en République centrafricaine. Il y a comme une sorte de vacuité, sinon d'ambiguïté même, des dispositions constitutionnelles en République centrafricaine. Mais ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que en parlant des institutions, en parlant des constitutions, nous, Centrafricains, nous parlons de nous-mêmes. Pourquoi? La raison, elle est toute simple. C'est que les constitutions, tout comme les institutions,
sont le produit de la volonté humaine. C'est-à-dire que c'est nous, Centrafricains, qui établissons nos constitutions. C'est nous, Centrafricains, qui établissons nos institutions. Et ces institutions, nous les établissons à notre profit. Alors, si c'est nous qui établissons les institutions, si les institutions ne marchent pas, ça veut dire que c'est pas la faute de nous, Centrafricains, puisque c'est nous qui les établissons. Si elles fonctionnent mal, les institutions fonctionnent mal, c'est aussi la faute de nous, citoyens centrafricains. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, nous, Centrafricains, on a cette habitude à jeter la pierre à nos hommes politiques, mais il faudrait qu'on commence aussi à intégrer le rôle des citoyens. J'ai suivi avec attention l'intervention de mes prédécesseurs. Ils ont mis l'accent sur l'action citoyenne. Et je pense que si un régime politique n'est viable que face à la passivité ou à l'indifférence ou à l'acceptation des citoyens. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Blaise Compaoré a voulu réviser la Constitution. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple burkinabé est descendu dans la rue comme un seul homme et ils l'ont fait partir. Ils l'ont fait partir. Pourquoi? Parce qu'ils tenaient au respect de la Constitution. En 1979, c'était le peuple centrafricain, il faut se rappeler. Nous, on n'était peut-être pas là, mais certainement qu'on était là. Nous avons nos aînés qui sont là. Ils s'étaient levés comme un seul homme en 1979 pour faire chuter l'empereur Bokassa de toute sa puissance. Donc c'est pour dire que nous, Centrafricains, nous avons un rôle majeur dans l'établissement et le fonctionnement, non seulement des constitutions, mais des institutions en général. Alors, si vous le permettez, je vais évoquer avec vous quelques facteurs qui font que les constitutions centrafricaines et les institutions centrafricaines ne sont pas respectées ou bien ne fonctionnent pas ou alors sont mauvaises, tout simplement. Alors, le premier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est que quand on a eu la première constitution du 16 février 1959, et même toutes les autres constitutions qui ont suivi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une méconnaissance de l'environnement socio-culturel et historique de la République centrafricaine. Parce que comme je l'ai dit, une constitution, c'est l'expression de la volonté d'un peuple. Il n'y a pas une constitution qui soit universelle, qui soit applicable à tous les États. On a une constitution pour un État. La France a sa constitution, celle de la 5e République de 1958. Et je vais vous dire une chose, c'est que la constitution de la 5e République française, elle a été bâtie sur un constat. Quel est ce constat? Ce constat, c'est que sous la 3e République et puis sous la 4e République, il y avait une sorte d'instabilité gouvernementale chronique en France. Parce que justement, le régime d'assemblée, le régime qu'avait la France, permettait de renverser trop facilement le gouvernement. Et c'est tirant donc des leçons de cette instabilité gouvernementale que les Français ont mis en place le régime de la 5e République, qui est le régime parlementaire. Et donc c'est pour dire que quand on met en place une constitution, on doit tenir compte non seulement de nos réalités, de nos propres réalités sociales, culturelles et historiques, et on doit aussi faire attention pour ne pas que ces institutions soient en fait copiées et puis imposées dans notre pays. Et donc c'est ce que je suis en train de dire, la méconnaissance de l'environnement social, culturel et historique, c'est très important, c'est un facteur de déformation des institutions, de déformation des constitutions en République centrafricaine. Alors, je prends aussi l'exemple de l'ethnicité. Vous savez qu'en France, par exemple, il n'y a pas en quelque sorte un problème ethnique. En République centrafricaine, on a une multi-ethnicité. On a une multi-ethnicité. On a à peu près 90 ethnies, d'après tous les chercheurs qui écrivent sur les réalités sociales de la Centrafrique. Ils disent clairement qu'on a 90 ethnies. Bon, moi, je n'ai pas fait une étude là-dessus pour vérifier le nombre, mais en tout cas, je m'en tiens à ça parce qu'ils ont fait quand même des recherches. Alors, 90 ethnies pour la République centrafricaine. Aujourd'hui, on a 75 partis politiques. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque parti, par exemple, accède au pouvoir, vous savez très bien qu'on voit que la majorité des partis politiques en Centrafrique sont en fait composés des membres d'une, pas totalement, mais quasiment des membres d'une ethnie. Qu'est-ce qui se passe si ce parti-là, comme le dit la démocratie, arrive au pouvoir? La démocratie veut que c'est ce parti-là qui gère le pouvoir, tout simplement. Et en gérant le pouvoir, il est obligé de gérer le pouvoir avec les membres de son parti, de ce parti-là.
Et ceux qui ne font pas partie de ce parti, ils vont tout de suite dire, c'est ce qu'on a fait chez nous. Au temps du président Kouliba, on a dit que non, c'est le FDC qui est en train de... ce sont l'ethnie telle, je ne vais pas nommer les ethnies, on dit non, c'est l'ethnie telle. Au temps de Patassi, on a dit ah non, c'est l'ethnie du président Patassi qui est en train de gérer le pouvoir. C'est l'ethnie du président Bozé qui est en train de gérer le pouvoir. Donc, je me dis, mais comment on va faire alors, nous, Centrafricains, pour faire en sorte que nos réalités, parce qu'on est né, Centrafricains, on est né avec ces ethnies-là, on ne les a pas inventées, on est né avec. Comment faire en sorte qu'on puisse positiver cette réalité-là dans nos constitutions pour éviter qu'il y ait des crises, pour éviter qu'il y ait des problèmes par rapport à la gestion du pouvoir. La France n'a pas ce problème-là parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'ethnies. Nous, on en a. Alors, donc, on ne peut pas copier la constitution de la 5e République française qui a été élaborée par les Français, pour le peuple français, et puis aller l'appliquer intégralement au peuple centrafricain. Pour les Centrafricains, c'est-à-dire un peuple avec ses différences culturelles, sociales et historiques. Ça, c'est un exemple. Et donc, j'ai parlé là de la méconnaissance de l'environnement social, culturel et historique, du mimétisme institutionnel tronqué. C'est vrai qu'on peut imiter les institutions à l'étranger, mais il faudrait que cette imitation puisse donner lieu à une adaptation préalable. C'est-à-dire qu'on peut copier, mais avant qu'on applique, on fait l'expérimentation pour voir est-ce que ça convient, ça nous convient à nous. Parce que dans les institutions, il y a une part de nous. C'est fait pour nous, donc il y a une part de nous. C'est très important ce que je dis parce que chez nous, on dit institution, mais nous, en tant que Centrafricains, on n'existe pas suffisamment dans ce que nous-mêmes nous avons mis en place pour nous. Voilà. Et dans nos textes constitutionnels aussi, depuis l'indépendance, j'ai relevé ce que j'appelle une incohérence des dispositions. Parce qu'une constitution, c'est un ensemble de dispositions. Alors, il faut que toutes les dispositions qui sont dans la constitution puissent aller dans le même sens. Il ne faut pas qu'il y ait de contradiction. Mais dans nos constitutions depuis l'indépendance, les 6 constitutions que j'ai nommées tout à l'heure, il y a des incohérences. On prend par exemple le cas du statut du président de la République. On le définit dans nos constitutions comme un arbitre. Et on dit que le régime centrafricain, c'est un régime parlementaire. Et le régime parlementaire, si on respecte la lettre du régime parlementaire en droit constitutionnel, ce n'est pas le président de la République qui est le chef de l'exécutif. C'est le Premier ministre qui est le chef de l'exécutif. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit concevoir la politique nationale de façon libre. D'abord, il constitue de façon libre son équipe gouvernementale, mais en s'inspirant de la composition du Parlement. Parce que, en fait, la légitimité du gouvernement provient du Parlement. Et dans le Parlement, on a des députés qui ont été élus au suffrage universel direct, au même titre que le président. À la différence que le président de la République, il est tout seul dans son coin, mais le Parlement travaille de façon collégiale. Et le gouvernement, lui aussi, travaille de façon collégiale. Donc, à partir du moment où le gouvernement, il travaille de façon collégiale, il définit la politique nationale et l'applique, c'est lui qui en est responsable politiquement devant le Parlement, comme le dit la Constitution. Et donc, il faudrait qu'il ait les mains libres, il faut qu'il ait les coups franches pour composer son gouvernement et puis travailler de façon sereinement pour appliquer la politique nationale. Parce que c'est lui qui sera responsable. Le président de la République, dans un régime parlementaire, en France, comme en République centrafricaine, il n'est pas politiquement responsable, c'est uniquement le gouvernement. Mais comment on n'est pas... comment on peut être irresponsable politiquement, mais avoir trop de pouvoir? Ne serait-ce pas les pouvoirs de nomination. Alors, donc, voilà une contradiction, mais je vous dis capitale. Parce que, de l'avis de certains anciens membres du gouvernement, ils n'ont pas vraiment eu des pouvoirs de décision. Un ministre, par exemple, quand il est nommé, logiquement, il est le chef de son département. Il est le chef de son département, c'est-à-dire que, concernant le fonctionnement de son département, c'est lui qui définit la politique, il propose au Premier ministre, parce qu'il travaille sous l'autorité du Premier ministre. Et après, c'est amendé en Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres, c'est un organe collégial. Le président de la République ne vient pas pour imposer ses vues. Il vient parce qu'il préside. Présider, ça ne veut pas dire imposer. En réalité, c'est l'ensemble du gouvernement qui doit discuter, échanger les points de vue, et puis dire, bon, la délibération donne ceci, donc on va appliquer ceci, non, on ne va pas l'appliquer. La République centrafricaine, le Conseil des ministres ne fonctionne pas comme ça. Je parle de la pratique institutionnelle et politique centrafricaine.
Donc il y a la Constitution, il y a les institutions, mais il y a aussi ce qu'on appelle la pratique institutionnelle. Il ne suffit pas de dire que la Constitution centrafricaine est une Constitution qui est démocratique, ça ne suffit pas. Parce que toutes les constitutions au monde se réclament de la démocratie. Mais ce qui compte en fait, c'est comment vivre ces institutions, comment faire fonctionner ces institutions. Donc c'est la pratique, le comportement de ceux qui sont chargés de faire vivre les constitutions, enfin les institutions, qui est déterminant pour qu'on dise qu'on est en démocratie ou qu'on ne l'est pas. Vous avez observé par exemple qu'en France et dans les grandes démocraties, il y a une certaine pratique que tout le monde s'accorde à reconnaître comme conforme à l'esprit des institutions qu'eux, ils se sont octroyées. Mais je vous donne la République centrafricaine, ou dans certains États aussi africains, on a des constitutions démocratiques. Sauf que la pratique est totalement à l'opposé. Et voilà, en fait, quelques exemples pour dresser le bilan constitutionnel et institutionnel en République centrafricaine. Alors, j'ai pas, comme le temps est très limité, je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, en commission, peut-être on pourra échanger. Merci Dominique. Voilà. Déjà assez de débat. Bien, merci. Je suis Godefroy Mokamanié, vice-président de l'Autorité nationale des élections, l'ANE. Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de cette journée qui ont bien voulu inviter notre institution pour faire le point sur l'état d'avancement du processus électoral. Déjà l'année dernière, je crois que vous nous avez fait parvenir une invitation. Et quand bien même nous ne soyons pas là, nous avons fait parvenir une communication. Cela fait partie donc de la stratégie que nous avons mis en place de la communication pour que toutes les parties prenantes, tous les Centrafricains du reste, soient au même niveau d'information. Pour votre gouverne, lundi dernier, nous avons tenu au Palais de la Renaissance une réunion qui a regroupé toutes les institutions de la République, les partis politiques, la société civile et les partenaires techniques et financiers pour leur faire exactement le même exercice que je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire où est-ce que nous en sommes, puisque c'est la question que tout le monde se pose, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui du processus électoral. Bien. Donc, à l'issue des élections de 2011, tout le monde a constaté que, même si les gens ne disent pas, les événements que nous vivons aujourd'hui suivent une partie de leur quintessence de la mauvaise organisation des élections de 2011. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, à partir de 2012, la communauté internationale a appuyé la République centrafricaine dans la relecture de notre code électoral. Et c'est ainsi que toutes les parties prenantes ont participé à 3 grands séminaires et ont convenu d'un code électoral qui a été promulgué le 13 novembre 2013. Vous le savez tous, ce code a été consensuellement adopté et même les accords de Libreville ont demandé que le CNT l'adopte dans la forme, sans y toucher. La seule chose, alors on y reviendra, que la Cour constitutionnelle a eu à faire de transition, c'est de faire en sorte qu'il y ait conformité entre les dispositions du Code et la Charte constitutionnelle de transition. C'est ainsi que toute la partie, et je reviens à ce que a dit un prédécesseur, toute la partie concernant les élections locales ont été retirées de ce code, n'ont pas été supprimées, puisque la charte ne parlait que des élections présidentielles et législatives. Il a fallu que le code soit en harmonie à ça. Immédiatement après la transition, cette partie va revenir pour être ajustée au code. Donc, le cadre de la transition aujourd'hui, comme on a dit, on avait mis en place une transition de 18 à 24 mois maximum. Il y a eu les accords de Libreville, la déclaration de N'Djamena,
le changement de régime, la charte constitutionnelle de transition et le code électoral. Je voudrais à ce niveau aussi rassurer les uns et les autres que les deux instruments qui vont régir les prochaines élections sont la charte constitutionnelle de transition et le code électoral. Ce n'est pas la constitution qui est en discussion en ce moment. Donc, les objectifs qui sont assignés donc, pour la période de transition, donc on va faire le référendum constitutionnel. Je crois que ceux qui ont suivi la démarche, en ce moment, il y a une commission spécialisée qui a été mise au niveau du CNT, qui a rédigé l'avant-projet de la Constitution, qui est en débat aujourd'hui au niveau du CNT. Après ce débat, le CNT va renvoyer ça au gouvernement, qui va porter des amendements. Après, je crois savoir qu'il va y avoir un séminaire national pour adopter ce code, ou bien pour le valider plutôt. Enfin, ça va revenir au CNT pour l'adoption. Et bien évidemment, la Cour constitutionnelle de transition va voir si toutes les dispositions sont conformes à la charte de constitution et à l'ouverture. Tout simplement, c'est pour rassurer les uns et les autres que la constitution qui est en discussion ne concernera pas du tout les prochaines élections. Donc, on va faire un référendum, une élection présidentielle à 2 tours des élections législatives. Donc, pour adopter la nouvelle constitution, pour mettre en place de nouvelles institutions démocratiquement élues et le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, c'est l'autorité nationale des élections qui en est le maître d'œuvre. Donc, je vais rappeler rapidement qu'elle a été instituée par la loi portant code électoral, l'ANE. Elle est composée, on va aller vite, hein, parce que elle est composée de 7 membres, dont 2 femmes, proposées par les pouvoirs publics, la société civile et les partis politiques, selon des critères de compétence, probité, neutralité et d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et des partis politiques. Je vais m'attarder un peu ici parce que j'en profite également pour vous informer que logiquement, d'ici le mois prochain, nous allons venir mettre en place les démembrements et de France et de Belgique. Alors, que dit le code? Le code électoral dit, l'ANE, nous les 7 membres, nous devons mettre en place nos démembrements. Vous avez suivi certainement comment nous avons été choisis. Cela n'avait pas souffert de beaucoup de contestations et nous avons unanimement décidé de prendre le même système pour mettre en place nos démembrements. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3 entités, chacune des 3 entités doit se regrouper et proposer en leur sein 5 candidatures de Centrafricains capables de pouvoir être membres du démembrement. Je donne un exemple simple. Nous, à Bangui, au niveau de la société civile, toutes les organisations de la société civile s'étaient retrouvées et le problème était posé. On avait une 50aine de candidats. Et sur place, nous avons mis un comité de sélection. Nous leur avons donné 48 heures pour choisir 5 candidats parmi les 50aines, la 50aine. Nous nous sommes retrouvés en plénière et le comité a rendu son verdict. Ensuite, nous avons désigné 3 membres de la société civile qui vont faire partie du comité de sélection. Parce que chacune des entités, après avoir sélectionné 5 candidats, doit désigner des personnalités qui vont faire partie du comité de sélection. Et à l'époque, le ministre de l'administration du territoire a eu à présider seulement, comme l'a dit l'autre, à l'époque c'était 9 membres du comité de sélection qui ont eu à étudier les dossiers entité par entité et ont eu à voter par entité 2 membres pour la société civile, 2 pour les partis politiques et 3 pour les pouvoirs publics. Je le dis parce que je souhaiterais que tout le monde le sache, ça va être la même chose ici en France, c'est ce que nous avons fait, j'y reviendrai, que tous ceux qui sont dans de la société civile d'une manière générale se retrouvent et essaient de trouver en leur sein des candidats.
ils vont proposer 5 candidats, en principe. Et en même temps, il faut qu'ils désignent 2 personnalités qui vont faire partie du comité de sélection. Il en est de même des partis politiques. Alors, nous ne dirons jamais assez, les membres des démembrements de l'ANE ne représentent pas leur parti dans le démembrement. Parce que souvent, on entend dire, les partis disent on n'est pas représentés. Non. D'ailleurs, le code électoral est clair. Les membres de l'ANE ne sont pas membres d'un parti, ne doivent pas être membres d'un parti politique. S'il s'avère qu'ils sont notoirement membres, ils doivent démissionner. Ou ils démissionnent du parti, ou ils démissionnent de l'ANE. Donc, le même exercice, et puis au niveau du pouvoir public, bien évidemment, ici c'est au niveau de l'ambassade. Donc, je voulais insister sur ça pour que les uns et les autres voient. Donc, le mandat des membres de l'ANE est de 7 ans. Bon, je l'ai dit comme ça parce qu'il y a d'aucuns qui pensent que nous voulons faire freiner la transition parce que bon, ça nous permet de toucher des indemnités. Mais nous, on a un mandat de 7 ans. Enfin, il reste 6 ans maintenant. Et on est irrévocable pour la durée de mandat. Bon, il y a l'indépendance et l'immunité de l'ANE. Pardon? Oui. Nous sommes indépendants et neutres par rapport à l'administration aux partis politiques. L'ANE est indissoluble. Donc les attributions, ben, c'est là, c'est l'organisation du référendum, des élections présidentielles, législatives et la publication des résultats provisoires. Nous pouvons être appuyés par d'autres structures, tant nationales qu'internationales. En ce moment, nous bénéficions de l'appui d'une grande équipe d'experts des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne. Donc l'organisation de l'ANE, alors il y a l'Assemblée plénière, c'est les 7 membres, il y a un bureau composé de 3 membres, et il y a des commissions que nous avons mis en place, il y a 4 commissions qui sont présidées par les 4 autres membres. Au niveau des démembrements, il y a ce qu'on appelle au niveau des régions, il y a l'autorité régionale des élections. Il y a 7 régions en ce moment en RCA. Et il y a au niveau des sous-préfectures, des communes, et au niveau des ambassades et des consulats, également, il y a des démembrements. Bon, les ressources de l'ANE, bon, ça provient du budget de l'État, des fonds mobilisés par l'État auprès des partenaires, des dons, legs, des subventions. Donc, l'ANE jouit de l'autonomie administrative et financière. Nous avons en ce moment un comptable public et un contrôleur financier. Alors, les différentes activités que nous avons réalisées très rapidement, nous avons, dès notre mise en place, eu à visiter une douzaine de préfectures pour faire une évaluation de la situation sécuritaire, administrative et politique. Nous avons également mis en place le cadre juridique, donc le règlement intérieur, le décret, enfin, le texte pour l'organisation et le fonctionnement. Nous avons élaboré les différents budgets, on reviendra dessus. Nous avons eu à élaborer des chronogrammes. On avait élaboré un premier chronogramme en février 2013 sur 12 mois, puisque la première phase de transition finissait en février 2015, que nous avons partagé avec tout le monde. Bien évidemment, nous avons mis toutes les conditions, les préalables qui devaient être remplis avant ces élections. Bien évidemment, vers le mois de septembre, nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'on ne pouvait pas tenir les élections dans ces délais. Et on a été obligé de revoir le chronogramme qui est conduit cette fois-ci en août 2015 et qu'on a partagé. On y reviendra. Donc la fin de la transition est en août 2015. Vous le savez, la dernière réunion de la CEAC a voulu que les opérations électorales soient terminées en juillet 2015. Nous avons suivi certains séminaires. On a organisé des voyages d'études et d'échanges dans plusieurs pays qui nous a permis justement de lever un certain nombre d'options, comme vous avez certainement suivi en ce qui concerne la biométrie, le découplage des élections, aussi des voyages de plaidoyer ici en France, en Belgique et aux États-Unis. Nous avons mis déjà en place, choisi, et je voulais préciser ça, les membres des démembrements dans les 8 arrondissements de Bangui et dans 10 préfectures. Et cette opération devait se faire sur le budget des opérations électorales, mais compte tenu de ce que je vous dirai tout à l'heure, nous avons été obligés de prendre sur le budget de fonctionnement de l'ANE
En ce moment, il reste les 5 préfectures qui n'ont pas toujours, qui sont sous contrôle des milices Selika, puisque nous travaillons qu'avec les préfets, les sous-préfets et les maires. Bien évidemment, dans ces 5 préfectures, il n'y avait ni préfet, ni sous-préfet, ni maire. Bon, avec l'évolution de la situation, nous pensons que les choses vont aller. Ce sont les agrégats en présence. Nous avons initialement 5 opérations majeures. Il y avait le référendum, les 2 tours des élections législatives et les 2 tours des élections présidentielles. Mais avec la levée des options, nous avons ramené à 3, puisqu'on aura le référendum et on va coupler les présidentielles et les législatives. Alors, ce qu'il faut dire aussi, il y a une absence totale de fichier électoral. Il n'y a aucun fichier électoral en soi. Donc, nous sommes obligés de partir à nouveau. Nous allons faire un nouveau recensement électoral avec tout ce que vous avez en face, la situation géographique du pays et surtout des sites qui sont inaccessibles, surtout en saison pluvieuse. Donc, par rapport à la population, vous voyez, c'est bon, ça c'est un chiffre qu'on avait il y a quelques mois. Les principaux pays d'accueil, nous avons en ce moment fait une visite sur les sites au Cameroun. Je crois que la semaine prochaine, nous allons aller au Congo pour voir le problème relatif à nos compatriotes qui sont réfugiés dans ce pays. Mais nous allons voir surtout l'exécution technique s'ils devraient voter, parce que vous savez qu'en principe, les réfugiés ne votent pas, mais comme la résolution des Nations Unies l'a spécifiquement libellé, nous allons le faire, mais après il y a un problème d'ordre politico-juridique qui ne relève pas de l'ANE, c'est entre le pays d'accueil, le gouvernement centrafricain et le HCR. Donc ça c'est un autre problème. Donc nous allons revenir sur le budget. Alors initialement, nous avons le budget des opérations électorales était chiffré initialement à 36 milliards de francs CFA, compte tenu de ce qu'à l'époque on devait faire avec et la biométrie et le découplage des élections. Après plusieurs négociations, comme on a levé les options, ce montant est ramené à 22 milliards à l'heure actuelle. Donc c'est ce qui a constitué ce qu'on appelle le basket fund, qui a fait l'objet d'un protocole qui a été signé en novembre dernier entre le gouvernement, le PNUD et c'est le PNUD qui est en charge de gérer ces fonds. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous vous souvenez, à l'époque, l'Union européenne avait fait une promesse de 20 millions d'euros, d'ailleurs amenée à 19 millions, puisqu'il y a 1 million qui va concerner les experts qu'elle compte mobiliser. Jusqu'à ce jour, ces fonds ne sont toujours pas mobilisés. Le PNUD vient de mobiliser 2 millions de dollars et la France 100 000 euros pour ce basket. Le budget de fonctionnement à l'époque, ça c'est l'année dernière, était de 700 millions, équipement 577. Donc vous voyez, on avait 1,3 milliard et l'État, vous l'avez tous su, a mis à la disposition en septembre 1 milliard. Dans le même temps, l'Union européenne, on avait signé une convention avec l'Union européenne pour 200 000 euros pour les achats d'équipements et 200 000 euros également avec la France pour en fait plus rembourser l'entreprise qui a réhabilité le siège actuel, l'ancienne primature. Voilà. Donc, il y a un gap financier très très important. Alors, nous avons des contraintes à l'heure actuelle. Ils sont nombreux à surmonter. Nous y reviendrons. Politique, sécuritaire, technique et financier. Comme je le disais, il n'y a pas de fichier électoral, il n'y a pas d'état civil puisque toutes les mairies presque ont été détruites. L'administration territoriale n'est pas entièrement déployée et le matériel électoral... Excusez-moi, monsieur Bokarete, vous pouvez être bref, enfin, oui. L'essentiel. Oui, parce que là, d'accord. on est pris par le temps, à 18h pile, on doit libérer la salle. Parce qu'il y a une conférence qui aura lieu après. D'accord, ok. Bon, merci. En fait, ce que je voulais dire, parce qu'il faut que vous preniez ça comme les éléments qui vont aller au niveau de ce forum, il y a des décisions stratégiques à prendre par rapport au découpage électoral et au vote des réfugiés.
il y a l'opérationnalisation des structures et des membres de l'ANE, l'enregistrement des électeurs en vue de la reconstitution du fichier. Donc, le problème, c'est aujourd'hui qu'il faut une forte mobilisation et un appui multiforme pour résorber le gap du budget et une coordination de synergie dans l'action des partenaires nationaux et internationaux. Nous pensons qu'au niveau de l'ANE, nous faisons tout ce qui est en notre, j'ai dit, pouvoir, capacité pour avancer, mais il faudrait que tous ces moyens soient mis en œuvre, sinon le nouveau chronogramme qu'on vient d'élaborer risque de connaître encore un risque. Voilà ce que je voulais dire pour que les uns et les autres soient au même niveau d'information. Je vous remercie. Merci. Jean-Pierre Edikra qui va nous faire un exposé peut-être bref sur l'éducation. Merci. Dans un souci d'intérêt général, je voudrais proposer d'intervenir plutôt en atelier sur le thème de la gouvernance. Puisque moi, je n'ai pas d'analyse, j'ai des propositions concrètes. Merci. Donc, je laisse la parole à Lydie. Alors, je vous propose, vous voyez, l'heure, nous devons aller en atelier, on ne peut pas partir sans les ateliers. C'est en atelier qu'il y aura plus d'enrichissement et puis les recommandations apportées au forum. Nous sommes là pour remettre des recommandations, notre contribution. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions, qu'est-ce qu'on fait? Un laps de temps, ou bien vous les posez en atelier, c'est vous qui décidez, je vous laisse. Bon, peut-être 33 questions. 3 questions, 1 minute par question. Bon, bonsoir à tous. Pour ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Souleymane Ismaël. Tout à l'heure, j'ai suivi, je tiens à féliciter les panélistes qui ont été très performants dans ce qu'ils nous ont donné, et particulièrement M. Alphonse Oued quand il parle de la décentralisation. Moi, j'ai beaucoup aimé son appréciation, parce que ce qu'il dit est vrai. Lorsque les autorités actuelles de la transition ont voulu installer les préfets ou aller dans les zones occupées au niveau du Nord, parfois, les hommes en armes se sont opposés farouchement et parfois avec la complicité des populations locales. Donc, sa proposition, sa communication, je souhaite qu'elle soit considérée comme une recommandation très forte. Deuxièmement, par rapport à la mauvaise gouvernance, il y a un problème qui me tient à cœur, beaucoup plus au niveau du fonctionnement de nos institutions. Si nous sommes là aujourd'hui pour essayer de changer ce qui n'a pas marché, beaucoup plus au niveau de la délivrance des pièces d'identité, notamment le passeport. J'aurais aimé que le ministre soit là pour que j'exprime ma préoccupation, mais j'imagine que là où il est, peut-être qu'il me suit. La délivrance du passeport pose problème. Il pose problème. Il y a une mission qui était venue ici l'année dernière pour enregistrer les demandes de passeport. Mais jusqu'à ce jour, je vous avoue, mon épouse, qui a déposé son dossier en bonne et due forme, n'a pas encore son passeport. On appelle Bangui, on nous dit que le passeport a été signé. Mais jusque-là, on ne retrouve pas les traces de ce passeport, ni à l'ambassade, ni au niveau de Bangui. Et quand ça concerne une communauté ou bien un groupe d'individus particuliers, cela me fait mal au cœur. Je vous remercie. Personne. Merci, bonjour, je suis M. Rodrigo Obassi, africain. Moi j'ai juste quelques questions, 2 ou 3 questions vite fait. Je vais commencer en bas par l'ANE. J'aimerais savoir juste parmi les 7 membres de l'ANE, quelle est la place de la jeunesse? Est-ce qu'il y a des représentants jeunes au sein de l'ANE? Parce que j'ai vu que les femmes ont été prises en compte. Est-ce que nous les jeunes, on est juste là pour prendre la relève par rapport aux arts ou pour vraiment notre place dedans? Parce que je sais qu'en RCA, on ne prépare jamais la relève. Et c'est toujours la même chose, et voilà. J'aimerais savoir ça. Et deuxièmement, vu les contraintes que vous avez actuellement, il n'y a pas de fichier électoral, il n'y a rien pour l'instant. Pensez-vous vraiment que la date du 15 juillet, ou la date de la fin de transition pour le mois d'août, était vraiment tenable? Est-ce que les élections pourront bien avoir lieu avant cette date-là? Si on ne parle pas aussi de la situation sécuritaire. Et
Ma dernière question, mais bon, je vais répondre ça, merci. Merci Rodrigue, déjà 2 questions compliquées. C'est bon, une dernière personne, etc. Désolé. Oui, merci Léon Doudou. Moi, quand j'ai écouté le vice-président de l'ANE, là, je me suis un peu inquiété sur la faisabilité des élections. Parce qu'apparemment, les difficultés sont devant. Et cette institution ne compte que sur les bailleurs de fonds pour réaliser son travail. Et je reviens à ce que disait Alphonse tout à l'heure. Et surtout sur ce que M. Dupuis nous a dit ce matin. Est-ce qu'il n'a pas été possible qu'on fasse preuve d'un minimum d'imagination dans la relance de notre pays que de nous lancer encore à pieds joints dans des élections générales au suffrage universel dans un pays complètement détruit par la guerre? Est-ce qu'on n'a pas le temps de réfléchir à autre chose que de mettre en place des superstructures avec des personnalités pour 7 ans, inamovibles, même quand il y aura des problèmes? C'est quoi cette histoire? Mais il y a des cadres ici, il y a des intellectuels, il y a des juristes, il y a des gens qui sont formés. Lui, il a été formé comme moi il y a 20 ans dans la conduite des élections. Nous sommes des spécialistes de ça. C'est le NDA américain qui nous a formés. Si on l'avait accepté, aujourd'hui, on serait experts des élections en Afrique. Puisqu'ils ont voulu nous recruter, comme on aimait tellement le pays et qu'on se sentait bien chez nous, on a refusé cette offre d'emploi. Alors, si on n'a pas d'argent pour faire les élections, en plus, il y a tellement de voyages au niveau de ces institutions-là. Chaque fois que vous ouvrez l'Internet, ils sont partis au Congo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en France, et patati et patata, et comme disait Alphonse tout à l'heure, est-ce que ce qui se fait en France, au Bénin, en Côte d'Ivoire, ça concerne les Centrafricains? Enfin, commençons quand même à nous asseoir dans la paix, réfléchissons, faisons des propositions aux gens qui nous accompagnent, disons-leur, vous avez votre agenda, nous avons un calendrier, nous avons des difficultés, vous voulez nous aider, mais avec les moyens que vous allez nous donner, nous allons y aller pas à pas pour réaliser d'une manière définitive le cadre du pays dans lequel nous voulons vivre. Demain, un gouvernement qui arrive dans ces conditions-là n'aura aucune capacité à gouverner le pays. Aucune! Parce que pas crédible. Ces gens-là, ils veulent répéter le passé. Et là, l'ANE, là, c'est la répétition des commissions électorales qui ont conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui. S'il vous plaît, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci. Oui, je crois que c'est à moi que les questions sont adressées. Je remercie mon frère Léon pour la sagacité de son intervention. Je signale tout simplement que ce n'est pas nous qui avons fabriqué le code électoral. Le code électoral, je vous ai dit, il y a eu 3 grands séminaires qui ont regroupé toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile, les pouvoirs publics, qui ont adopté ce code électoral par consensus. Notre problème, c'est toujours aussi, et c'est ce qu'on dit, quand nous avons adopté quelque chose, et notre pays souffre aussi beaucoup de ça, nous ne pouvons pas à chaque fois dire, quand nous avons adopté quelque chose, le lendemain, on y revient, ou il faut prendre le temps. Mais donc, moi je crois que ce qu'il dit, c'est, je suis d'avis, d'ailleurs, on s'est battu depuis longtemps avec lui pour que l'ANE, on ait une structure technique. J'ai oublié de vous dire qu'il y a le cadre de concertation qui est la structure politique. Nous, on vient techniquement dire voilà ce qui peut être fait sur le plan des élections. Maintenant, il y a le cadre de concertation qui regroupe les pouvoirs publics, les partis politiques et la société civile. Nous leur donnons les éléments et à partir de ce moment, eux-mêmes, ils voient ce qu'il y a. C'est au gouvernement, on pose ce problème au gouvernement, les bailleurs de fonds, nous discutons avec les techniciens des bailleurs de fonds. Mais la décision, le financement et autres, ça c'est un pouvoir du gouvernement. L'ANE n'a aucun pouvoir pour aller donner des directives aux bailleurs de fonds ou aux partenaires.
Donc c'est pour dire que l'ANE, c'est un code qui a été voté par consensus par toutes les parties prenantes au processus électoral dans notre pays, qui a fait l'objet d'une promulgation, et nous travaillons en fonction de ça. Deuxièmement, la place des jeunes dans l'ANE. Écoutez, quand nous avons eu toutes les associations, il y avait les ONG de la jeunesse qui avaient aussi compétit. Mais je crois qu'il faut qu'on ne pose pas le problème comme ça. Il y a des conditions, on a parlé de compétences et autres. Non, attendez, je vais vous dire, il ne faut pas dire est-ce qu'il y a des jeunes. Si, moi j'ai un jeune magistrat, Julius, qui fait partie, qui est membre de l'ANE. Mais quel âge s'il vous plaît? Quel âge? Parce que moi je comprends par jeune, au niveau des Nations Unies, c'est de 12 à 24 ans, et au niveau de l'Union africaine, c'est de 12 à 34 ans. Oui. Quel jeune, quel âge exactement? Non, je n'ai pas son âge, mais je vais vous dire qu'on ne peut pas prendre quelqu'un de 18 ans, membre de l'ANE, quand on demande qu'il faut qu'il y ait des compétences dans le domaine du processus électoral. C'est ça le problème. Moi, je suis membre du conseil d'administration, j'ai un très bon projet en à 18 ans, et j'étais très actif dedans. Donc j'ai même représenté la République africaine au niveau international dans des très grands conférences. Oui, non, mais s'il vous plaît, parce que ce que je veux vous dire, c'est que quand on va, je vous ai dit, quand vous allez vous retrouver, vous les jeunes, vous allez mettre aussi votre dossier de candidature. Vous allez mettre en place une commission qui va analyser les dossiers, qui va dire qui a la compétence. Si dedans il y a un jeune qui a 15 ans, qui a de la compétence, on va le choisir. Donc moi je pense que c'est comme on nous dit, il n'y a pas de musulmans dans le truc, mais on ne parle pas, on parle des compétences. Donc je peux vous dire qu'il y a Julius qui est le plus jeune de notre groupe, c'est un jeune magistrat qui fait partie de ça. Qui fait partie de l'ANE. Vous nous dites que est-ce que la tenue de juillet, je vous ai dit, je vous en prie, s'il vous plaît, ne parlons pas tous en même temps. Lundi dernier, nous avons fait exactement cet exercice. Donc nous avons posé le problème aux autorités nationales, aux partis politiques, à la société civile et aux partenaires techniques et financiers. Nous avons dit, vous voulez qu'on aille en août, nous avons déjà 2 mois de retard sur le chronogramme. Donc, nous n'avons pas besoin de sortir de Polytechnique pour le savoir. Voilà les problèmes réels qui sont posés. Donc, nous le posons en tant que tel. Donc, là, en ce moment, tout le monde est au courant. C'est aux parties prenantes de dire que, compte tenu de cette situation, il y a les dispositions dans la charte de transition qui prévoient ça. On saisit le médiateur, qui saisit les présidents de la CVAC pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Voilà ce que je peux répondre. Je vous remercie. Merci, M. Montagne. Merci à l'atelier 3 pour ces exposés. On va maintenant se mettre en groupe de travail. Donc, comme vous étiez arrivé ce matin, vous êtes inscrits sur une liste. Donc, vous avez choisi les thématiques. Donc, on est en train de modifier la disposition de la salle pour former autant de groupes que de thématiques choisies. Donc, il y aura 3 ateliers. Voilà, donc pour les 3 thématiques. Donc, dialogue, vérité, réconciliation.